L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. On est de retour dans cette semaine aux courses. Merci de votre fidélité, de très, très bons chiffres encore ce soir en direct. On est très, très heureux d'être avec vous. Et d'ailleurs, ben là, je tiens à l'impliquer dans l'entrevue parce que ces deux personnes se connaissent très, très bien, travaillent ensemble depuis plusieurs années. C'est un de nos gars de course, Benoît Savoie. Salut, mon Ben, comment ça va? Salut, Anthony, ça va très bien. Bienvenue sur l'émission. Puis on souhaite aussi la bienvenue à notre directeur de course, M. Steve Salva. Salut, Steve, comment ça va? Très bien, les gars, salut. Merci d'accepter notre invitation. Bien des choses à te jaser, Steve, parce que c'est bien beau, là, faire la police. Là, je sais que tu n'aimes pas cette expression-là, là, mais c'est un peu ça pareil. C'est l'arbitre des courses, la direction de course, mais tu es d'abord et avant tout un très grand passionné de course, tout court. Et ça, les gens ont peut-être tendance à l'oublier un petit peu. Es-tu d'accord avec ça? Entièrement d'accord, parce qu'en fait, vous le savez, dans ma famille, avec mon père, j'ai commencé mes premiers, en fait, 5 ans là, aux alentours là, à faire le tour du Québec. Et puis, ça n'a jamais cessé comme tel. Donc, j'ai grandi dans les courses. C'était ma vie à moi. Hein, il y a des gens qui vont être autour des rodéos et ils vont grandir là-dedans. Moi, c'était la course automobile. Donc, j'ai grandi là-dedans. Puis, c'est devenu mon environnement dans lequel j'ai grandi puis que je suis toujours aujourd'hui. Puis, je ne me vois pas quitter pour le restant de mes jours. On a grandi là-dedans, puis c'est ma vie. C'est ma vie dans laquelle j'ai été impliqué, puis je me vois continuer pour le restant de ma vie. C'est vrai, ça, Steve, hein, que la pomme, elle tombe jamais bien ben loin de l'arbre. Tu sais, moi, j'ai hérité de la passion de mon père. C'est un peu la même chose dans ton cas? Oui, tout à fait. Dans certains cas, disons que tout dépend. J'ai ma propre personnalité. Je développe mes... dans la vie, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Des fois, il y a des pommes vertes, des pommes rouges selon la nature. Je ne suis pas un expert dans les pommiers, mais je te dis que moi, effectivement, je me vois faire des choses aujourd'hui que je voyais mon père faire lorsque j'étais jeune. J'ai impliqué mon épouse, mes enfants également, et j'ai transmis, je crois, à un certain niveau, un peu comme mon père m'a déjà dit, ce que j'aimais à mon épouse. Mon épouse connaissait absolument pas le milieu des courses automobiles. C'était mon père qui était dans les courses automobiles. Ma mère, par la bande, a aimé toute la famille de la course automobile, comment ça se développait. Bien, je poursuis un peu dans la même veine que mon père a fait, effectivement. Messieurs, vous travaillez ensemble depuis longtemps. Jusqu'où remonte votre relation d'officiel ensemble, finalement, Ben et Steve? Ben, la première fois, Ben, je pense que tu étais sur le backstretch quand j'étais en 2003 comme directeur de course. Oui, effectivement, ouais. Puis, c'est la première fois qu'on s'est connus comme tel. Par la suite, ça s'est remonté quand je suis revenu à Granby. Je pense pas quand les deux... Oui, ben, c'est revenu 2013 RPM, puis l'année d'ensuite, 2014, Autodrome Granby. Quand Yann et Dominique avaient un partenariat au RPM, j'ai commencé au RPM une première année. Puis par la suite, je suis devenu à l'Autodrome Granby. C'est là qu'on a grandi. Puis Ben, on a une passion maintenant là, pour le téléguidé. Ça, c'est la deuxième portion d'entrevue, messieurs. Devant, c'est pas le calepin de notes. Là. On a des atomes crochus, là, disons. Oui. Et puis, faut dire que lorsque Steve a eu le poste à l'Autodrome Granby, c'est lui-même, Steve, qui m'a appelé en me disant « Écoute,
je vais travailler à Autodrome Granby, je veux t'avoir comme signaleur, c'est toi que je veux avoir dans le poste. J'aime ta dynamique, j'aime la façon qu'on travaille ensemble. Donc, pour moi, Autodrome Granby, c'était le top, le Saint Graal de la course. Je pensais jamais me rendre là, de mes débuts. Là, donc, ça a été vraiment un immense honneur là, d'être appelé par Steve là, pour aller joindre son équipe. Là. Moi, si je peux me permettre une petite anecdote concernant ma relation avec le directeur de course. Tu te souviens quand ça a commencé, Steve, il y a presque une quinzaine d'années déjà. C'est incroyable comment le temps passe vite. J'aimerais ça prendre la décret parce qu'en fait, moi, j'aurais peut-être des détails que tu partagerais peut-être pas. Ah, OK. Hein? Okay. Parce qu'en fait, au début, là, moi, Anthony, là, je ne connaissais pas beaucoup le jeune, puis je savais qu'il avait une bonne voix. Donc, on avait un micro dans les... À ce temps-là, on appelait les équipes de course. Puis, par la suite, on a commencé à vouloir un petit peu laisser ça, là, de prendre les équipes par la main. Puis, j'avais offert à Anthony, là, si tu veux, t'occuper des balances, puis que t'occuper de ce côté-là, les équipes de course. Puis, Anthony avait été très clair avec moi. Ah, moi, si il veut prendre des décisions, là, puis commencer à trancher, puis dire aux équipes, ça marche ou ça marche pas, t'es pénalisé ou tu l'es pas aux balances, c'est pas pour moi. Moi, c'est vraiment parler au micro et tout ça, puis par la suite, mais Anthony il a bifurqué vers le haut de l'estrade. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, il y avait un plan très précis en tête. Je me souviens très bien la fois quand tu m'avais appelé, j'aurais besoin de toi dans les puits, appeler les pilotes à la fausse grille et tout ça. Puis, ça te permettrait d'apprendre davantage comment ça fonctionne, les courses automobiles. Ça a été une année très formatrice pour moi parce que je suis vraiment tombé en amour avec les courses cette année-là, comme annonceur depuis. Et quand je suis arrivé par la suite, après cette année-là où ça avait brassé pas à peu près dans les puits. D'ailleurs, là, beaucoup de rivalités en 2007. Je peux vous dire une chose, ça n'a pas été la plus belle année de course 2007, mais j'étais là au plus fort de la vague comme officiel. Mais moi, après ça, c'était en haut que je voulais travailler. Puis c'est comme ça que à un moment donné, tu m'as appelé, je me souviens très bien, j'étais à la maison. Ouais, Steve, mais non, je ne retournerai pas comme officiel. Et c'est comme ça que ça a décollé. Mais bon, le but, c'est pas faire une entrevue sur moi, c'est avec toi, mon cher Steve. Et avec Ben, parce que je ne sais pas si on est prédestiné un jour à diriger le trafic aux courses, mais une chose est sûre, et Ben, tu as déjà eu l'occasion de remplacer Steve à quelques reprises comme directeur de course. Et tu es à même de constater à quel point c'est un métier qui n'est pas toujours facile de devoir trancher et certainement pas se faire des amis tout le temps. Ben oui, vraiment, c'est une grosse pointure à chausser là, pour le métier de directeur de course parce que contrairement, je vais faire le parallèle avec le hockey, tu as deux équipes à gérer, tu as à gauche et à droite. Tandis que sur une piste de course, tu as 20, 25, 30 équipes à gérer sur la piste, plus les autres 30-40 qui sont dans les puits. Donc, chaque équipe a des demandes, chaque équipe a des petits points à apporter, quelque chose qui ne marche pas ici et là. Il faut tout gérer, en plus de gérer ce qui se passe. L'alignement est-tu bonne? Est-ce que les positions sont bonnes? Est-ce que c'est vraiment toute une mécanique à gérer, mais il faut dire qu'on est très, très, très chanceux. On a des officiels exceptionnels aux trois pistes qu'on a. J'ai été vraiment impressionné. Moi, lorsque j'ai remplacé Steve là, pour la première fois, Autodrome Granby, j'ai été impressionné de... on est en haut, j'étais en haut avec les marqueurs. Chantal, on avait José, on avait Maxime qui s'occupait de l'AMB. Aussitôt que la course se terminait ou qu'il y avait un jaune, les feuilles se passaient, tout se plaçait. OK, le leader est là, le lap car est là, le lucky dog est là, toc. Là, je voyais les feuilles passer. Je dis, oh, c'est tout un tourbillon, mais tout le monde est tellement drillé, tout le monde est tellement habitué de faire sa job que ça rend la chose plus facile. Là. Steve, il y a beaucoup de Steve en arrière de ça. Tu tiens à ce que les choses soient bien préparées, bien travaillées, et tu travailles aussi avec des gens de confiance depuis plusieurs années aussi dans la tour. Oui, c'est important parce que les équipes de course ils travaillent tout l'hiver sur leur voiture pour la plupart d'entre eux. Ils arrivent au programme de course puis ils s'attendent à ce que l'environnement, l'encadrement soit professionnel. On ne peut pas arriver là simplement puis improviser sur le début de la soirée. Il faut vraiment se préparer à l'avance. Autant les équipes de course vont travailler sur leur voiture, nous, on va travailler sur nos procédures de classement, les procédures durant les événements et tout ça. Donc, il faut arriver préparé. J'ai avec Benoît, avec toute mon équipe d'officiels, on a établi une façon de travailler qui fonctionne bien. Quand on faisait des petits accros là, dans la procédure de la soirée, on apporte les correctifs, puis
au fil des années, je pense qu'on a atteint un niveau d'efficacité qui est respectable, puis on est capable d'avoir une stabilité. Il n'y a pas beaucoup de changements aux autodromes et tout ça, puis c'est important pour être capable de progresser de programme en programme. Je me souviens un commentaire d'une personne, d'une équipe de course qui était venue me voir au RPM. On avait eu un problème vraiment important de scorage avec l'ordinateur, avec la ligne de la loupe qui est dans la piste, et tout ça. Puis cette personne-là m'avait dit « Hey, nous, on travaille assez fort sur nos voitures. C'est votre responsabilité de s'assurer que ça marche, vos affaires. » C'était vrai. J'étais entièrement d'accord avec cette personne-là. Puis c'est de notre responsabilité, lorsque l'événement commence, d'offrir cet encadrement-là, qu'eux peuvent se mettre en valeur. C'est jamais l'officiel qui va être à l'avant-plan, c'est les équipes de course, c'est le spectacle offert aux spectateurs. Donc, notre part à nous, c'est de s'assurer que c'est efficace et que ça fonctionne rondement durant la soirée. Oui, puis aussi le fait que tout soit vraiment, l'éthique de travail de Steve est vraiment professionnel, tout est structuré, tout est placé. À chaque semaine, on reçoit le line-up de la soirée. Pour les officiels, s'il y a des événements spéciaux, on reçoit un peu un résumé de qu'est-ce que Steve va avoir, telle chose, il va se passer, il va avoir tel officiel à telle place, tel officiel à telle place. Puis ça fait que ça rend les choses faciles. Puis le fait que justement, tout est toujours structuré de la même façon, ça fait que maintenant, on n'a plus besoin de se parler. On sait quoi faire. Tu sais. Ceux qui vont nous écouter sur les radios les soirs de course, ils vont se rendre compte que moi et Steve, on se parle, mais c'est vraiment occasionnel parce que je sais ce que Steve attend de moi, puis Steve, il sait ce qu'il attend de moi. Fait que ça se fait, c'est rendu un automatisme. Là. Il y a eu des années, Steve, où pendant longtemps, tu as été à Drummondville, mais tu n'étais pas du côté de Granby, ni du côté du RPM. Dorénavant, c'est Steve Salva, le directeur de course, sur les 3 circuits. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure chose qu'on peut savoir parce que l'interprétation des règlements puis l'interprétation des manœuvres en piste, c'est les mêmes yeux sur les 3 circuits. Mais comment, toi, tu composais avec ça, cette situation-là, de dire un tel, il ne prend pas la même décision que toi quand ça se passe à Granby, puis quand on est à Drummondville, c'est différent dans l'interprétation de ce qui se passe? Bien, ça peut être difficile. C'est vrai que le livre de règlement est le même pour tous, mais on est tous d'accord pour dire que l'interprétation a quand même chaque individu va l'interpréter de façon différente. Je me souviens de commentaires, je crois que c'est Claude Brouillard qui avait dit qu'il voyait ça positivement que je sois aux 3 autodromes parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un traveling series. Nous, qu'on a ici, c'est pas mal le même groupe de pilotes qui vont à chacune des 3 pistes. Et c'était plus simple pour eux, probablement, de savoir comment est-ce que Steve était pour appliquer les règlements. On sait au hockey, il y a des arbitres qui vont être ils vont laisser plus aller le jeu. D'autres arbitres vont être extrêmement sévères. Je suis certain, même si je n'ai pas été dans la chambre des joueurs avant une partie, que les coachs vont préparer les joueurs en fonction de quel arbitre va arbitrer le match dans la soirée, tout ça. Puis, moi, je vois d'un bon œil que la stabilité soit là pour l'encadrement des pilotes parce qu'on sait sur quel pied danser. La communication est importante avec les pilotes avec lesquels on doit travailler durant le programme de course. Et si jamais je suis en mesure de passer ma façon de travailler avec mon équipe aux équipes de course, ils vont savoir à quoi s'en tenir. Je crois que ça peut être plus simple de cette façon-là, effectivement. Il y a eu des controverses à travers le temps, Steve, que tu as vécu. Puis je ne tente pas d'entrer là-dedans parce que c'est ressasser les histoires du passé. Mais moi, je préfère savoir comment est-ce que l'homme a vécu ça, le fait de se faire critiquer souvent, que ça vienne d'un peu partout. À un moment donné, as-tu déjà eu le feeling, là, j'en ai plein mon casque des critiques, puis c'est terminé, puis je passe à autre chose? Ben oui, c'est certain. C'est certain, ça, on est tous sensibles à certains niveaux. Mais à partir du début, quand on embarque dans un rôle comme celui-là, c'est pas un concours de popularité. À partir du moment qu'on comprend qu'on n'est pas là pour faire plaisir à personne, c'est des choses qu'on se rappelle souvent. Moi, je me souviens d'une anecdote très, très simple. Un pilote m'avait écrit comment il était vraiment déçu, en désaccord avec les décisions que j'avais prises. Puis, moi, je me disais toujours en arrière-pensée, il n'y a pas nécessairement tort dans ce qu'il me dit. Il est en train de m'expliquer son point de vue, la façon qu'il a vécu sa soirée, la façon qu'il a vécu ma décision. Mais ce qui était important pour moi, c'était de prendre la décision qui ferait que le soir même, j'irais sur l'oreiller puis je m'endormirais correctement puis que je serais capable de vivre avec ma décision.
Et ça se passe tellement rapidement qu'il n'y en a pas une bonne décision. On doit rendre une décision. Il n'y en a pas nécessairement une bonne, sauf qu'il faut que je sois à l'aise avec la décision que moi, je vais prendre. Et souvent, j'ai pris des décisions que je savais qu'elles seraient impopulaires, automatiquement. Je savais que c'était pour faire de la grogne, je savais que j'étais pour être sur les réseaux sociaux, puis qu'on était pour parler de la décision que j'avais prise et tout ça. Mais ma décision, je la prenais parce que je savais que moi, je serais à l'aise avec. Pas nécessairement ce que les autres seraient à l'aise avec, mais moi, je serais à l'aise avec la décision que j'étais pour rendre. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on crée cette carapace-là, malgré qu'elle ne soit pas étanche à 100%, là, on est capable de faire un certain temps. C'est à partir du moment où ce que tu acceptes qu'il y a des gens qui vont être satisfaits, il y en a d'autres qui vont être insatisfaits, que tu es capable de poursuivre et de laisser faire un peu ces critiques-là, même si on n'est jamais capable de les tasser complètement. Steve, les gens ignorent peut-être, parce qu'on a déjà vu passer une photo là, pendant qu'on se parle, de Tony Stewart, qui est pour toi quelqu'un que tu connais quand même assez bien à travers les années. Il faut que tu expliques aux gens d'où est née cette relation-là avec Tony Stewart. Tony, en fait, je l'ai rencontré pour la première fois à l'épreuve en Virginie de téléguidé. Tony, avant de devenir quelqu'un de connu, une célébrité dans le pilote professionnel, aimait beaucoup les compétitions de voitures téléguidées. Et Tony avait acheté la compagnie Custom Works RC aux États-Unis. Et j'ai obtenu en fait le support de cette entreprise-là. Puis, lors d'un événement où j'étais parmi l'équipe, on a côtoyé en fait toute la semaine de temps là, dans son motorisé, joué aux cartes, on a écouté des films. Puis Tony, c'est un gars simple, c'est un gars comme tous nous autres, sauf que j'écoutais un film, je me souviens, j'écoutais Starsky and Hutch, ça venait de sortir. Puis là, mais j'ai dit au groupe, ça le tente-tu, on va écouter Starsky and Hutch, fait que je mets le DVD dans son motorisé. Puis là, il arrêtait pas de passer des commentaires, il connaissait tout le monde. Il disait Carmen Electra, patati, patata. Là, il arrêtait pas. Là, j'ai compris que c'est un gars comme nous autres, mais il n'est pas dans la même ligue. Non. Donc, il ne joue pas avec les mêmes joueurs que nous autres. Sauf que Tony, c'est un gars extrêmement terre à terre. Et puis, quand je l'ai côtoyé, par ça, je l'ai vu, on a vu une photo tantôt à Auschwitz, on a passé du temps ensemble et tout ça. Tony, c'est quelqu'un qui ne t'oublie pas, puis quand je vais le voir, on jasait de téléguider un peu et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître Tony Stewart. Mais en fait, c'est le téléguidé qui nous a réunis à partir de ce moment. Donc, si jamais on veut l'avoir dans 7 semaines aux courses, il faut passer par toi. Là, tu vas être notre attaché de presse. C'est une chose, Yann en a parlé pour Drummondville dans le temps, c'est hyper compliqué. C'est sûr, écoute bien. Dans leur agenda, disons que c'est pas mal plus simple maintenant. Là. Ouais. Peut-être plus de chances de rencontrer sur une piste de drague de ce temps-ci que sur une piste d'ovale. Ouais. Mais disons que son horaire est extrêmement chargé, puis présentement, je pense que c'est à coup de douce, il y a le goût de relaxer un peu. Ce qui n'était pas le cas quand il était dans la Winston Cup, puis le Nextel, puis le Sprint Cup par la suite. C'est des horaires tout simplement impossibles. Les années où moi je l'ai rencontré à Virginie, les courses de téléguidé, il était dans le Home Depot. C'est déjà moins médiatisé dans ces années-là. Mais par la suite, il arrivait aux événements, il devait compétitionner, tout était prêt, les voitures étaient préparées. Puis finalement, à la dernière minute, il ne peut pas se présenter. Il arrivait juste durant les finales. Il prenait l'hélicoptère, il arrivait à la piste de téléguidé, puis là, mais il était avec les boys pour la finale, il n'avait pas pu compétitionner. Donc, il était déchiré dans le temps, il ne pouvait pas vraiment faire tout ce qu'il avait voulu faire. C'est tout un passionné, en tout cas, Tony Stewart. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait pour la terre battue. Il est encore un grand ambassadeur pour ce qu'on fait. Il court encore régulièrement avec un sprint car, propriétaire d'équipe à Eldora. Il se spécialise aussi dans la préparation de pistes. Il n'y a pas un chapeau qui ne lui fait pas, Tony Stewart. C'est incroyable. Propriétaire d'équipe de course. Y a-t-il quelque chose qu'il n'aime pas aux courses, lui? Vraiment, c'est incroyable. Tony, c'est ça. En fait, c'est vraiment un passionné de course, comme tu l'as dit. Puis, il va toujours graviter autour des pistes de course parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a toujours fait de son père. Hein. Il a commencé à go-kart avec son père qui l'a équipé. Puis, c'est un peu comme nous tous. C'est des mordus de course. Puis, quand on aime quelque chose, on continue. Messieurs, vous partagez une passion commune pour le téléguidé. Steve, d'ailleurs, tu en as un juste en arrière de toi, la voiture 85, qui est une voiture sprint car qui est prête à rouler sur la terre battue. Il faut que vous me parliez de cette passion. D'abord, Steve, c'est venu d'où justement cette passion du téléguidé pour toi? Parce que c'est presque devenu un travail à temps plein. Ça remonte vraiment, vraiment loin. Là, écoute, je pense que ça fait 32 ans ou 33 ans que je fais de la compétition de voitures téléguidées. Ça a commencé, moi, je me souviens, on était jeunes,
avant toi, Tony, là, excuse-moi, là, mais dans la distribution aux consommateurs, Ben a peut-être connu ça, là, la distribution aux consommateurs. On regardait là, les voitures téléguidées, mon frère et moi, puis là, on voyait un modèle, là, et là, c'était vraiment un ajustement de steering proportionnel, il y avait plein de possibilités. Puis on voulait des voitures téléguidées, c'était le cadeau ultime. Ben là, en fait, on a réussi à avoir des voitures téléguidées à l'âge de 16-17 ans, commencé à faire des compétitions, puis mes partenaires me posent la question souvent, combien de fois tu courses par, combien de semaines par année, là, à peu près, là, ben, moi, j'arrête jamais, là. Pour moi, c'est comme jouer aux cartes. Les joueurs de cartes aiment jouer aux cartes. Moi, les voitures téléguidées, c'est la compétition. Et j'ai jamais arrêté depuis 32, 33 ans à faire des compétitions de voitures téléguidées à toutes les semaines. Donc, j'en suis venu à avoir des voitures là, que je mets sur le marché. Puis, ça me tient pas mal occupé. Je prépare mon après-carrière, là, et je me vois être autour de ça plusieurs années encore, des décennies. C'est vraiment une passion incroyable, puis qui t'a amené à courir dans des championnats nationaux aux États-Unis. Tu es tellement maniaque de téléguidé que tu es prêt à te déplacer jusqu'en Oklahoma pour aller courir, puis revenir en quarantaine après. Méchant maniaque. Oui, disons, j'ai dû en fait répondre à des messages que j'ai reçus là, durant notre voyage là, en début d'année, tout ça. Mais on a respecté toutes les règles. Il n'y avait rien de. Il n'y avait pas d'entourloupette dans notre voyage et tout ça. C'était déjà planifié qu'à mon retour, j'étais en quarantaine chez mon frère. Et pour les intéressés, la police s'est présentée chez mon frère, vérifier si on était bel et bien là. On était là. Disons que lorsqu'on veut faire quelque chose, on trouve une façon de le faire. Puis lorsqu'il est venu le temps de vouloir se déplacer en début d'année, aller dans le Midwest, après ça, aller en Floride, ben, on a trouvé la façon de le faire à ce moment-là. Ça a très bien tourné. À mon retour, c'était plus compliqué, dans le sens que si j'étais revenu une semaine plus tard, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Disons que ça a bien été dans ce cas-là et tout ça. Vous savez, les gars, quand on veut vraiment quelque chose, ça va arriver. Ben là, on a fait un beau voyage, mon frère et moi. Et là, l'année prochaine, on va y retourner avec nos épouses. Puis on veut faire ça encore une fois. C'est devenu un trop beau trip de gars de ne pas impliquer nos épouses cette fois-ci. Et ça, ce championnat-là, à Tulsa, en Oklahoma, c'est pratiquement en même temps que le fameux Chili Bowl, là, Steve. Oui, tout à fait. Puis c'est quand on parle de vivre un trip de course, là, c'est des endroits, en fait, sur le même site, là, mais c'est deux buildings différents. Puis, c'est la mecque de la course automobile à ce moment-là. Il n'y a rien qui se passe sur la planète pratiquement durant cette semaine-là. Donc, d'un côté, on a tous les adeptes de full scale qui sont dans les midgets. On a également les compétiteurs qui vont du côté des voitures téléguidées. Les deux ensemble se mêlent là, parce que plusieurs, comme j'ai mentionné tantôt, que ce soit Tony Stewart, vont également aller du côté de la voiture téléguidée durant la même semaine. Donc, c'est la mecque de la course automobile durant cette semaine. Un univers fascinant qui prend de plus en plus de place au Québec. Puis Ben, tu es impliqué à plein, toi aussi, pendant l'été là-dedans. Oui, ben moi, c'est quand même assez récent. Ça a commencé en 2005. C'est justement Steve qui m'a initié à ça. Il venait juste de partir de la nouvelle classe, les modes boss, avec son frère Eric. Et puis, il me dit une semaine, il dit, viens essayer ça, viens voir de quoi ça a l'air. C'est des beaux véhicules, des beaux bolides. Fait que j'essaye ça, une course un lundi soir à une piste à Drummondville. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Et là, la semaine d'après, Steve, il me dit, ça te tente de revenir? Ben là, tu sais, je ne veux pas m'imposer. Il dit, non. Il dit, tu viens, tu prends la manette, puis tu t'amuses. Fait que c'est à partir là, la semaine, peut-être 2 semaines après, je m'étais acheté une voiture, puis ça a commencé là. Puis après ça, ça déboule. Après ça, ça vient avec les sprint cars, justement, les voitures un peu plus même beaucoup plus évoluées, plus pointues, à conduire avec les ajustements. Et puis, c'est ça qui fait le passe-temps. Été comme hiver, on est chanceux, on a des pistes intérieures du côté de Saint-Roch-de-la-Chigan qu'on peut en faire 12 mois par année. On a des très, très belles pistes extérieures, notamment au Granby RC, au Tyrrell Speedway. Donc, c'est un sport parfait. C'est un sport qui est peu coûteux, puis qui est très plaisant. On rencontre des gens très intéressants. Donc, c'est très, très plaisant comme passion. Il y a vraiment une belle confrérie qui se déplace de circuit en circuit dans le plaisir. Granby, c'est souvent le lendemain des événements. Le samedi matin, on se réveille, puis le motorisé, puis déjà, il y a de l'action là, au Granby RC. Au niveau du téléguidé, comme tu le disais, Steve, tu te vois t'impliquer encore pendant des années là-dedans? Ah oui, entièrement. En fait, bon, peut-être certains le savent, mais peut-être pas tous, là, mais moi, c'est certain que mon thrill,
c'est encore aujourd'hui de piloter un full skate. Je me trouve encore jeune, je me laisse encore le temps. Il y a beaucoup d'argent investi là, du côté de nos équipes de course pour bien le faire. Et si moi, je m'investis, ça va être pour performer. Je suis rendu à... Ben nous parlait tantôt, là, les modes boss, on voit la photo là, que mon frère, la classe, qui a mis sur le marché, tout ça. Il y a une belle porte d'entrée pour les modes boss. On a des belles portes d'entrée pour nos classes ici, entre autres les sportsmen. On commence par les slingshot, puis on gradue dans tout ça. Donc, j'ai beaucoup encore devant moi, puis je ne me vois pas t'arrêter un petit peu. Ça, c'est certain. Steve, vraiment le fun, honnêtement. Je sais que tu as plein de choses à raconter, puis tu seras un excellent intervenant pour d'autres sujets de course automobile parce que tu es un vrai passionné qui gagne à être connu, Steve. Même si tu as le rôle de la police, mais des fois, quand on fait jaser des policiers, on apprend une tonne de choses. C'est un peu la même chose dans ton cas, mon cher Steve. Bonne fin de soirée. Merci d'être passé nous voir, puis on se reprend très, très bientôt. All right. Salut. Steve. Bye. Bye. Salut Ben. Salut. Un gros merci pour ta participation au show d'aujourd'hui. On fait une pause et au retour, Minibeu Kevin Hébert vient nous parler du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne qui a eu lieu hier matin. Et encore une fois, ben oui, il s'appelle Lewis puis il est bon en tabarouette puis il a encore gagné. Mais pas tout seul là-dedans. Et Kevin va être là pour nous jaser tout ça.